Bonjour à tous, Jérôme Costa, en direct du plateau de Cardio Online des JSFC 2017. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Bernard Pierre, vice-président du groupe GERS. Bernard Pierre, bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui des nouvelles recommandations en prévention cardiovasculaire. Alors en 2017, qu'est-ce qu'on peut dire des nouveautés? Pourquoi faire de la prévention cardiovasculaire? Alors il y a énormément de choses à dire, mais on va être bref puisqu'il y a eu énormément de recommandations depuis le début d'année 2016. Et celles qui nous intéressent au premier chef sont les recommandations de la Société européenne de cardiologie, et puis peut-être pour l'hypertension, les recommandations conjointes de l'HAS et de la Société française d'HTA. Comment évaluer le risque cardiovasculaire chez nos patients? Alors il y a toujours une introduction dans ces recommandations et l'ESC insiste sur le fait que la première cause de mortalité dans le monde demeure les maladies cardiovasculaires puisque c'est à peu près 30% de la population. C'est un peu moins en France pour les hommes, 27%. C'est donc un problème majeur et les études nous montrent qu'on pourrait prévenir près de 80% des événements cardiovasculaires en changeant assez radicalement de mode de vie et on diminuerait même, par ces mêmes changements de mode de vie, de près de 40% l'incidence des cancers. Donc le jeu en vaut la chandelle, mais tout d'abord, il faut évaluer. Et évaluer le risque cardiovasculaire de l'individu qui est face à nous. Alors hormis les jeunes hommes de moins de 40 ans ou les jeunes femmes de moins de 50 ans qui ne sont pas connus pour avoir de facteurs de risque majeurs, on se doit, devant tout patient, d'évaluer son risque cardiovasculaire dit global. Et l'ESC utilise cette fameuse échelle SCORE, qui est une échelle de mortalité à 10 ans, mortalité cardiovasculaire, et qui concerne uniquement les hommes et les femmes entre 40 et 65 ans. Alors en voyant bien les limites, l'ESC considère qu'on peut motiver nos patients en parlant d'âge vasculaire. Alors un petit exemple, un homme de 40 ans qui fume, qui est hypercholestérolémique et hypertendu, il a à peu près le même risque de décéder de cause cardiovasculaire qu'un homme de 60 ans, 20 ans plus âgé, qui n'a aucun facteur de risque. Donc ça peut être intéressant pour motiver nos patients. Et puis par ailleurs, ces recommandations sont subtiles et fines et on a toujours des portes ouvertes, c'est ça qui est intéressant pour ajuster nos avis et nos pratiques. Et entre autres, à cette échelle SCORE, on va pouvoir adjoindre des facteurs de risque qui sont bien documentés dans la littérature, qui peuvent augmenter de plus de 50% le risque cardiovasculaire global. Et alors, on a une liste de 12 pathologies ou situations. Alors, ça va de l'isolement social, du niveau socio-économique faible, à la polyarthrite rhumatoïde ou à des critères intermédiaires comme le score calcique, par exemple. Mais on ne retient pas l'épaisseur intima média ni les biomarqueurs dans les recommandations de l'ESC pour appréhender le risque cardiovasculaire global. Et ainsi, on va classer nos patients en risque faible, modéré, élevé ou très élevé. Le très élevé, c'est bien sûr avant tout la prévention secondaire. Alors vous avez évoqué l'hygiène de vie, l'importance des hygiènes de vie. Quelle hygiène de vie on peut conseiller à nos patients dans le cadre de la prévention cardiovasculaire? Alors les vieux médecins vous diront c'est un peu un vœu pieux parce que obtenir l'arrêt du tabac, faire en sorte que nos patients mangent à la méditerranéenne, faire de l'exercice au quotidien, c'est très difficile à obtenir, pas forcément dans le court terme, mais dans le moyen et long terme. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, l'ESC est pragmatique en disant que pour les mauvais observants, il faut se donner les moyens. Il ne s'agit pas de donner que quelques conseils en peu de temps. Il s'agit d'envisager éventuellement un entretien motivationnel, de faire participer nos patients à des programmes multidisciplinaires où pourraient intervenir des infirmières, des diététiciennes, des psychologues, typiquement les personnels qui œuvrent dans les services de réadaptation cardiovasculaire. Et en ce qui concerne plus spécifiquement éventuellement les cibles thérapeutiques en fonction du risque cardiovasculaire et des différentes comorbidités, par exemple chez le patient qui présente une dyslipidémie, qu'est-ce qu'on peut essayer de viser? Alors on va retenir ce que nous proposent les recommandations européennes, c'est-à-dire pour le très haut risque cardiovasculaire, donc avant tout nos patients en prévention secondaire, on va viser un taux de LDL en dessous de 0,7 g par litre. La classe des statines est à privilégier et au besoin compléter de l'ézetimibe, puisqu'en France nous n'avons pas encore les anti-PCSK9. On verra par la suite.
Mais si on n'y parvient pas en l'état actuel de nos capacités ou alors pour des problèmes de tolérance, il faut viser un abaissement de 50% du LDL de base, même si on n'arrive pas à être en dessous de 0,7. Voilà un exemple. Pour le haut risque, c'est un objectif inférieur à 1 gramme par litre. Pour toute la population, inférieur à 1,15, mais en sachant que pour les patients qui sont globalement à bas risque, on ne va pas intervenir du point de vue pharmacologique avant 1,9 de LDL, 1,9, et encore, ça va être à discuter. Globalement, les recommandations nous disent, plus le patient est à bas risque, plus il faut se centrer sur l'observance des conseils hygiéno-diététiques, plus le patient est à risque élevé ou très élevé, plus alors, en plus de ces recommandations appuyées, avec une aide du patient personnalisée, on va devoir utiliser un traitement pharmacologique. C'est ça le grand message. Alors les recommandations les plus pragmatiques, les plus pratiques, et les plus utilisables par nos confrères qui ne sont pas forcément spécialisés en cardiologie, ce sont bien les recommandations dans l'hypertension artérielle de la Société française d'HTA, adoubée par la Haute Autorité de Santé, l'HAS. Là, c'est vraiment clair, simple, avec un objectif qui n'est pas atteint en France depuis des lustres, à savoir contrôler 2/3 de nos hypertendus. On n'est qu'à 50% et on a 20% de nos patients hypertendus non traités. C'est pour ça que dans l'idée des concepteurs de ces recommandations, en premier, c'est le pragmatisme. On définit l'HTA par des chiffres à 140 sur 90, on n'a plus les 130 sur 80 qu'on avait avant pour les diabétiques. On vise 130 à 140 et une pression diastolique en dessous de 90. On n'est pas plus royaliste que le roi parce que Sprint a bien des défauts méthodologiques et il n'est pas certain du tout qu'il faille aller en dessous de 12 sur 8. Parce qu'on redoute, comme beaucoup d'études nous l'ont montré, une véritable courbangie qui ne ressort pas dans l'étude Sprint, mais ça on pourrait tout à fait l'expliquer. Donc pour terminer, en fait, des objectifs ciblés mais individualisés avec des prises en charge qui sont simplifiées avec les recommandations, l'importance de l'hygiène de vie et le suivi au long cours. Alors voilà, ça c'est le message, vous êtes jeune, de la Fédération française de cardiologie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien, 0 cigarette, ne pas commencer ou s'arrêter, 30 minutes d'exercice physique au quotidien, un régime à la méditerranéenne riche en fruits et en légumes, mais 0 stress. Alors même les jeunes cardiologues, ne parlons pas des plus anciens, sont au jour le jour assez stressés, il faut bien le dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Merci Bernard Pierre de votre venue et de cette discussion sur les facteurs de risque cardiovasculaire et la prévention cardiovasculaire. C'était une entrevue dans le cadre des JSFC 2017 sur le plateau de Cardio Online.